dernier sujet avec Jérôme Sopoko. Et toujours, bien sûr, on est dans la continuité. La question est la technologie et le futur des études de marché, donc qui est complètement en lien avec ce que vient de présenter Thierry. Donc, avant de donner la parole à Jérôme Askia et te laisser te présenter, bon, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Damincourt, je suis la fondatrice de Blue Lemon, qui est une agence d'insight créée en 2007 et qui opère en France à l'international. Donc, mon parcours au départ vient du marketing. En fait, moi, j'ai choisi par cœur ce métier des études. Donc, j'ai un parcours au départ marketing chez l'annonceur, chez la Thalys et Unilever, avant de me spécialiser plus dans l'insight et dans le conseil. Donc, après de passer chez Nielsen et dans des petites sociétés de conseil. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les marques dans leur stratégie, dans leur création de valeur. Et j'ai une autre casquette, puisque je suis très impliquée dans l'industrie pour accompagner le changement du secteur des études et de l'insight, que ce soit auprès des OMAR, de l'Association for Qualitative Research ou du QRCA, qui est une association pour le Cali aux États-Unis. Moi aussi, je peux mettre ma caméra, apparemment, mais je ne me vois pas. Mais c'est pas très grave. Moi, je te vois, moi, je te vois. Super. Jérôme, Et quelle campagne SMAR, hein. Je suis désolé que tu n'aies ouais. pas gagné. Tu méritais, il y avait d'excellents candidats partout. Et l'équipe qui a gagné est fantastique aussi. Mais une très bonne campagne et qui a mobilisé plein de gens en France et dans la communauté francophone, mais partout. Voilà, donc voilà, très, 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 très beau boulot et désolé que tu n'aies pas gagné, mais on a un nouveau council qui va être, qui j'espère va être excellent, avec beaucoup de femmes, ce qui est bien pour la représentativité. Et voilà, et plein de choses positives vont arriver, on espère très vite. Oui, et juste une petite parenthèse avant de te laisser te présenter. Je voudrais remercier Rep Hunter, donc, qui est à l'initiative de ce webinaire, avec qui j'ai passé 2 ans au Conseil Isomar. Et Bress, a été absolument super de travailler avec toi pendant ces 2 ans. Donc, c'est dit, je ferme la parenthèse. Jérôme, je te laisse te présenter. Bon, ben, je suis Jérôme Soposco, je suis l'un des deux fondateurs d'Askia avec Patrick Georges Lassalle. Askia, on fait des logiciels de sondage et après des années à courir après une croissance organique qui n'arrivait pas, on a pris un investissement de la part d'Ipsos qui a pris une participation dans la société qui nous permet de finalement de réaliser toutes nos ambitions. Voilà. Donc moi, j'habite Londres. À l'ouverture de l'Eurostar en 95, je suis parti en Angleterre, pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons sentimentales. J'espère que vous me croyez. J'ai 2 enfants qui me parlent anglais quand je leur parle en français, mais que j'ai réussi à convaincre de supporter l'équipe de rugby, l'équipe de rugby de France et pas d'Angleterre. Donc c'est mon seul succès. Merci, Jérôme. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est un très vaste sujet, et je vous le rappelle, la technologie et le futur des études de marché. Quelles sont pour toi les grandes tendances de notre secteur, les grands mouvements? Ouais, je vais dire un petit peu les trucs que Thierry a dit et forcément je suis pas tout à fait d'accord sur tout, mais moi je pense que le social listening et le big data n'a pas délivré toutes les promesses qu'on attendait il y a 10 ans. C'est qu'on n'a pas il y a pas de représentativité sur Twitter, évidemment. Ce sont des gens en colère ou des footballeurs qui parlent. Il n'y a pas de prédictibilité, on n'a pas réussi à transformer une activité sur les social media en prévision pour des élections ou encore mieux pour des prix de produits. Donc ça reste toujours très intéressant hein, et effectivement c'est l'avenir. Il y a des outils comme Brandwatch ou comme Synthesio qui permettent de trouver des signaux faibles et d'actionner. C'est un nouveau Kali, c'est fabuleux. Ça permet aussi de gérer des Twitter Storms, mais des choses comme ça. Mais ça ne remplace pas les études et Ray avait créé un gros bruit il y a une dizaine d'années, un peu plus que ça,
quand il avait dit, donc en 2010, qu'il n'y aurait plus d'enquête dans 20 ans. Et ben ça c'est pas arrivé. Hein, des sondages, moi j'en reçois tous les jours et je fais pas partie de panel. Dès qu'on a une interaction avec une marque, tout de suite on nous envoie un sondage. Donc on en a de plus en plus. La question, c'est qui les organise et effectivement, c'est pas toujours les instituts de sondage et les gens du MRX. Alors, il y a deux choses importantes qui sont arrivées. C'est tout d'un coup, il y a eu le DIY avec SurveyMonkey qui, tout d'un coup, ça a démystifié la création d'une enquête. On a pu prouver que n'importe qui pouvait écrire une enquête, soit pour interroger le syndicat de son immeuble, ou pour interroger tous ses clients. Et donc ça fait que finalement c'était très disruptif. L'autre chose, c'est qu'il y a une explosion du CRM et que on veut savoir après chaque interaction avec une marque si l'interaction était positive. Pendant des années, les études, on faisait que mesurer. On disait tiens, on va voir si les gens sont contents. C'était pas suffisant. Il fallait à un moment dire voilà, s'ils sont pas contents, il faut revenir vers eux. Et c'est ça que le CRM fait. Donc il y a eu deux trucs qui sont arrivés. D'abord il y a eu les management consultants qui nous ont pris beaucoup de crédibilité au sein des conseils d'administration et qui ont retiré la présence des instituts parfois. Et puis ensuite, ben maintenant, effectivement, il y a le CRM, les cabinets du X, hein, comme Thierry en parlait, voilà. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu une explosion de valeurs de boîtes comme Qualtrics, alors que d'autres sociétés, enfin, il y avait Focus Vision et Confirmit étaient à vendre, n'ont pas réussi à exploser au même niveau, alors qu'ils ont des produits qui sont très comparables, mais ils sont pas sur le même marché. Voilà. Donc, la tendance forte du MRX, il y a les communautés et c'était super intéressant hein, la présentation tout à l'heure de Gwenaëlle et d'Amélie. Ça fait un moment qu'on en parle et effectivement ça prend de la place et c'est génial parce que ça crée de la donnée. Mais que faire si on a une marque qui est un peu moins sexy, si c'est Canard WC, c'est plus difficile de créer une communauté autour de Canard WC qu'autour des montres Apple, quoi. Donc là, il y a un problème. Donc on est très dépendant des panels, des convenience panels, et on sait que ça a des défauts. Ça a des défauts au niveau de la représentativité. Et puis le fait que ce soit rémunéré, et ben tout d'un coup, ça intéresse plein de gens qui veulent frauder. Et on a de plus en plus d'enquêtes qui sont complètement bidons et avec des gens qui sont intelligents. C'est-à-dire que plutôt que de mettre XXIT comme ZRT dans les questions ouvertes, ils vont mettre des réponses bateau du genre je veux pas trop me prononcer mais je pense que tout va changer rapidement et du coup ça passe, l'intelligence artificielle ne reconnaît pas ça comme des réponses bidons mais c'est inutilisable après au niveau de l'analyse. Donc voilà, on est très dépendant de ça, de ces panels qui sont pas chers, de moins en moins chers et parfois moins bons. Alors c'est là-dessus qu'il va falloir travailler sur la qualité. Et une des grosses nouvelles tendances, alors là, on peut être fier parce que c'est Toulouse hein, qui a commencé, c'est une boîte française. Mais ce qu'ils ont fait, c'est en même temps que de vendre des panels, ils ont vendu du logiciel. Ils ont packagé l'outil, les panels, l'analyse. euh, et puis maintenant, les autres ont suivi. Dynata est très actif. Il y avait des moments Zapistore qui est vraiment encore un truc très intelligent où de packager des méthodologies bien écrites et de faire que l'analyse était automatisée et l'accès au panel. Et puis derrière, il y en a d'autres. Hein. Il y a Ipsos Digital, il y a Cantelope, il y en a plein. Hein. Mais la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que comme les data, le logiciel vient avec les data, bah, les logiciels sont gratuits. Mais en fait, c'est la vraie tendance du monde, hein, c'est que les logiciels vont être gratuits. Regardez quel logiciel vous avez payé sur votre iPhone et vous allez vous rendre compte que ça doit faire partie d'un package complet. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quel est le futur? C'est facile de faire un mauvais questionnaire et c'est encore euh, plus facile de l'interpréter mal. Donc, je pense que il y a un avenir à l'après DIY. Moi, je décris ça, le do it together, faute de mieux. Euh, mais l'idée, c'est d'avoir des méthodologies qui sont très testées, hein, qui permettent d'avoir des benchmarks. Et c'est ça l'idée. Hein, Thierry en parlait aussi. C'est super important. C'est créer des benchmarks. Et ça, c'est facile avec une méthodologie bien faite. Mais aussi, ce qu'il faut, c'est pouvoir rajouter un peu de ad hoc. Et là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des produits qui permettraient de demander quand on a besoin aux experts d'intervenir pour finir le questionnaire peut-être, pour le tester, pour l'analyser, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est une des tendances. Je parle beaucoup, hein, mais t'es toujours là, Anso, ouais. J'en ai pas tombé de ma chaise. Bon, ouais, Non, mais mais le truc évident, c'est avant pour économiser de l'argent, on délocalisait, hein, c'était la grosse tendance il y a 20 ans parce qu'un expert d'épée, il y en avait en Inde et ils étaient aussi bons que ceux qu'on a au Royaume-Uni ou en France et ils étaient bien moins chers. Mais maintenant, pour gagner de l'argent, il faut automatiser. Parce que voilà. Mais l'automatisation, ça veut dire euh, que ça retire quand même beaucoup de créativité. Ok, on arrive à avoir des benchmarks, mais c'est compliqué. Mais il y a on a des clients comme Delineate, par exemple, où leurs trackers maintenant sont plus des trackers en vague où on faisait un truc tous les mois. Ils font ça tous les jours. Et c'est tous les jours ils reçoivent des panélistes, ils redressent, ils changent leurs données, ils nettoient et ils publient immédiatement sans aucune intervention. Donc ouais, c'est fabuleux à voir tourner. C'est un peu inquiétant pour l'emploi, hein, mais bon, voilà. Et puis il y a d'autres automatisations comme enfin, ce que fait KPMG Mood ou eux, dans le cadre de communauté, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient les invitations. Pour British Airways, si vous êtes dans la loge première classe en train d'attendre votre avion, ça c'était une histoire d'avant, hein, c'est une histoire de 2019. Maintenant, plus personne prend l'avion. Mais à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient des emails pendant que vous étiez dans la loge ou pendant que vous étiez en train d'attendre vos valises. Donc voilà, euh, c'est des choses, c'est des choses fabuleuses. Mais si on uniformise, bah, ça veut dire que l'intervention humaine est- et c'est ça qui fait notre valeur ajoutée. Hein. Donc, ce qu'il va falloir, c'est réussir à trouver un moyen pour que on fasse pas tous du Zapistore, mais qu'on puisse aussi apporter de l'intelligence. Et c'est ça qui est attendu de nous. Ouais, merci Jérôme. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est extrêmement vaste le monde qui nous entoure. Il y a énormément de choses. Puis ça va. Tu parlais du CRM. Enfin, il y a tout ce qui est le business intelligence, etc. Enfin, tout ce qui produit de la data de près ou de loin, dont les entreprises se servent pour prendre des décisions. Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer là-dedans de donner un peu de clarifier ce monde immense, d'apporter un peu de conseils, d'apporter de l'expertise humaine, comme tu dis, puis un peu d'accompagner les entreprises dans cette transition? Oui, oui, tout à fait. C'est difficile de demander ça à un technologiste, tu vois, mais on a toujours parlé du manque d'actionnabilité des études, du fait que à la fin on mesure, on dit tiens, 53% d'opinion positive, mais c'est quoi 53% d'opinion positive quand il n'y a pas un vote? Euh, euh, donc, ce qui est important, c'est de réussir à produire des métriques où tu peux te comparer à d'autres gens, c'est-à-dire dire, je suis 53%, mais mon concurrent, il est à 57. Euh, ou alors de dire, bon, voilà, si je baisse mes prix de 10%, qu'est-ce que ça veut dire pour mes ventes et combien d'argent je vais gagner? C'est-à-dire que on a
on était trop timide, on voulait pas parler d'argent. Dans les études, on parlait plus d'opinion, et je pense qu'à un moment, c'est là où on a besoin d'aller. Oui, donc pour toi, on est trop loin de tout ce qui est business et prise de décision et on est là pour créer de la valeur et allons-y, soyons moins timides Ouais, là-dessus. mais on continue à faire des enquêtes comme il y a un siècle, hein, c'est-à-dire c'est un questionnaire et puis etc. Et il y a eu une révolution un peu avec le CATI dans les années 90 où les questionnaires étaient un petit peu plus interactifs en fonction des réponses qu'on avait. On avait une autre question, etc., etc., etc. Mais mais c'est quand même c'est quand même antédiluvien quoi. Donc à mon avis le truc important ça va être de casser la linéarité du questionnaire. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce que le répondant a à dire et veut dire. Et en fonction de ça, de l'orienter. On a cette chance qu'il y a une explosion du machine learning, des intelligences artificielles qui permettent de comprendre ou de deviner ce qu'une personne essaye de dire. Euh, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire que l'exemple, c'est vous êtes à un hôtel, vous sortez d'un hôtel, vous allez recevoir le questionnaire et on va vous demander mais comment était la réception, comment était le petit déjeuner, comment était, etc. etc. Ce qu'il faut, c'est dire mais comment était votre séjour? Et puis si vous commencez par dire la chambre était sale, eh ben c'est quand même le truc le plus important. Et il faut se concentrer là-dessus. Après, si vous avez des quotas, il faut aussi demander sur mesurer la qualité de la réception, dont en général personne n'en a grand-chose à faire, sauf s'il y a une queue. Euh, eh ben, on peut le faire, mais s'il reste du temps à la fin, voilà. Donc c'est vraiment important de se concentrer sur ce que les gens ont à dire. Et il va y avoir de nouveaux types d'enquêtes, pas vraiment des chatbots, mais parce que à la fin, on fait quand même des questions à échelle parce qu'on veut faire des tri croisés. Mais c'est important de changer la manière dont on interviewe. Pareil sur une question ouverte, de dire bon, vous avez un problème avec votre voiture, bah oui, j'ai un bruit. Bah, on faut demander c'est quoi le bruit? Est-ce que ça grince? Est-ce que c'est quand vous changez de vitesse? Donc avoir du intelligent probing où, au fur et à mesure qu'on répond à une question ouverte, on demande plus de détails pour avoir plus d'informations. Et c'est important, c'est de changer la manière dont on travaille. Et à terme, ça veut dire changer aussi la manière dont on analyse. Mais ça, dans ce que tu dis on n'a pas, nous vraiment, les études de marché stricto sensu, il faudrait qu'on revoie notre manière de travailler, mais je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais chez Nielsen, c'est déjà ce qu'on nous disait. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu du mal quand même? Là, il y a toute cette data, enfin tout ce qui se passe et c'est massif, où on est un peu perdu là-dedans. Mais est-ce que c'est pas, il y avait une question là-dessus tout à l'heure, qui disait est-ce que c'est pas le back to basics et d'essayer de refaire un peu correctement ce qu'on sait déjà faire ou ce qu'on est censé savoir faire? Ouais, euh, back to basics, moi je pense que voilà, on fait que ça depuis très longtemps. Donc, je pense que non, je pense qu'il faut innover, il faut regarder ce qui est possible. Euh, on parlait là enfin Thierry parlait du fait qu'il y ait autant de data. Effectivement, il y a plein de data partout, mais cette data, qui l'a? Ce sont les GAFA, c'est Facebook, c'est des gens comme ça. Donc ce qui est important, c'est et ces gens-là vont devenir très très bons à prédire l'humain. Et c'est eux qui vont sûrement à terme devenir les principaux providers de données sur le comportement. Donc ce qui est important, c'est de créer de la donnée. Et c'est quelque chose dont on avait parlé avec Thierry il y a quelques années. Mais c'est pour ça que les communautés, pendant des années, le market research produisait de la donnée. Et voilà, c'était sacré. Maintenant, effectivement, la donnée, il y en a partout. Donc, il y a peut-être d'autres moyens d'analyser. Mais quiconque essaie de travailler avec du big data sait à quel point c'est compliqué. C'est-à-dire que si on a une hypothèse qu'on veut valider, on s'en sort. Mais si c'est pour explorer, etc., c'est pas possible. On se rend compte qu'il y a une corrélation entre le nombre de films de Nicolas Cage par an
et le nombre de noyés par an. Donc, on va trouver des données qui sont bizarres et voilà. Donc, le big data, c'est pas simple et c'est pas la solution et tout. Okay. On a une question de Tariq. Quel sera l'impact de toute la consolidation récente des fournisseurs de logiciels, par exemple entre Confirmit et Focus Vision? Alors, bon, ce sont des concurrents, mais le premier truc, c'est déjà, c'est de savoir que Confirmit et Focus Vision, ils étaient à vendre depuis un moment. Et quand on a vu les prix de Qualtrics, c'est forcément, on se dit, voilà. Et pour nous, à Askia, Confirmit et Focus Vision, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas ces valeurs-là. Maintenant, nos concurrents, ça reste quand même Qualtrics. Ça va être Qualtrics qui est très agressif parce qu'ils ont un produit qui est facile à utiliser, qui est plus pour le CRM. Et voilà, donc ça veut dire qu'il va y avoir des trucs compliqués. Dans le cas de Confirmit et Focus Vision, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une boîte intéressante parce qu'ils vont avoir du Kali, du Quanti et avec d'Apresi aussi de l'infographie. Hein. Mais moi, je me demande ce qui va se passer avec Decipher et Confirmit, quoi. C'est-à-dire que c'est deux produits de récolte d'informations qui sont très concurrents. C'est Decipher qui a fait que les prix de Confirmit ont dû baisser. Et ça va pas prendre sens pour eux de garder, à mon avis, les deux boîtes. Alors, est-ce que Confirmit va vendre Decipher à Kantar peut-être ou je sais pas, on va voir, mais voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais je pense que voilà, il y a des boîtes qui valent beaucoup d'argent comme Tableau et elles les valent. Et puis il y a des boîtes qui sont un petit peu surévaluées, à mon avis, hein, mais je suis pas analyste financier comme Qualtrics. Et puis il y a nous qui sommes dans le New MR et où il n'y a pas tant d'argent que ça, quoi. Nous, on espère avec les investissements d'Ipsos que on va pouvoir lancer un standard. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt que d'avoir un investissement de hedge fund ou de gens comme ça. On a eu un investissement d'Ipsos parce que leur but, c'est d'avoir un excellent produit et d'avoir un excellent produit qui, j'espère, voilà, peut servir de standard à toute l'industrie, mais je sais que Confirmit et Focus Vision veulent arriver au même résultat que moi, et Qualtrics aussi. Ok, merci Jérôme, merci pour Tariq. Si je reviens à ce que tu disais juste avant sur, et pour répondre à la question, hein, la technologie et le futur des études de marché, tu disais ce qui est important déjà, c'est d'innover. On a un vrai rôle là-dedans. Est-ce que pour toi, il y a d'autres choses qu'on... Là, tu parlais de standards, par exemple. Enfin, qu'est-ce qu'on doit vraiment mettre en avant, sur quoi on doit se renforcer pour arriver à se Moi, j'ai maintenir et des, ouais, c'est fait. alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est dans l'âge d'or de l'API et que les innovations viennent de partout et que nous, on peut s'en servir dans nos enquêtes. On peut appeler un truc de reconnaissance vocale ou d'analyse de sentiments ou de PNL ou n'importe quoi pour réussir à utiliser tous ces trucs-là. Donc on est vraiment, on a de la chance. C'est fabuleux d'avoir toutes ces innovations et de pouvoir les utiliser. Maintenant, pour les études, je pense que ce qui manque, c'est peut-être il n'y a pas de data lake des études, hein, parce que les données études sont compliquées, il y a les questions multiples, il y a les niveaux, il y a etc. etc. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir quelque part un réceptacle pour les données d'enquête. Et c'est pour ça que moi je fais partie du groupe, un truc de l'ASC, qui est une association anglaise, qui s'appelle TSAPI. Triple S, c'est un format pour échanger des fichiers avant. Et ce que TSAPI veut faire, c'est créer un format d'API pour accéder aux données. Et je pense que voilà, et je pense que ça va être très utile parce que ce qui nous manque, ça nous permet aux gens qui font du Python et du R de jouer avec des données d'études, et ça permettra aussi d'utiliser des outils qui sont bien comme Power BI ou Tableau, et de créer des connecteurs entre les deux. Voilà, donc je pense que là il y a beaucoup à faire.
Ok, merci. Ouais, très intéressant ce point-là. Et pendant que tu parlais, il y a Thierry qui nous dit le big data, c'est juste un océan dans lequel on a toutes les chances de se perdre si on ne pose pas en amont les bonnes questions ou hypothèses. Oui, c'est ce que dit Jérôme. Je trouve ça très juste. Mais moi, je trouvais que tout ce que Thierry disait était super intéressant. Donc voilà, tout le long, je me disais, oh là là, oui, il a raison, il a raison. Ah, mais ça, je l'ai pas dans ma présentation, ce qui était bien. Mais voilà. Ouais, et le coup de la co-création, moi, et de la première présentation, je pense que c'est vraiment le futur des études, hein. Les panels, les gens sont pas forcément intéressés, sont pas rémunérés. Et comme je dis, il y a de plus en plus de fraude et ça devient un problème. Ce qu'il faut, c'est avoir des communautés de gens qui sont passionnés par leur sujet, qui vont avoir envie de répondre et puis on peut imaginer ensuite, c'est des échanges entre panels, pas abusés, mais un petit peu. Si vous êtes passionné par Apple Watch, on va vous poser des questions sur le vélo. Et puis des gens qui font du vélo, on va leur aussi poser des questions peut-être sur des banques ou des machins. Donc l'idée c'est de rendre les gens passionnés. On sait que les Français aiment donner leur avis. Euh, 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 et c'est un truc qu'il faut utiliser. Il faut réussir à les convaincre qu'ils sont écoutés et que ça vaut le coup de leur parler. Enfin, et surtout, à mon avis, de les faire échanger. Le gros avantage d'une communauté, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à donner son avis. Donc, je pense qu'il y aura un truc fabuleux, c'est qu'au milieu d'une enquête, on puisse à un moment regrouper les internautes qui sont au même moment, au même endroit dans le questionnaire, et qu'on leur demande leur avis, de donner, tiens, marquer tel produit, et ensemble, ils disent, ah oui, lui, il a raison, lui, il n'a pas raison. Et le fait de savoir qu'il y a d'autres gens au même endroit dans le questionnaire, c'est tout d'un coup, on se rend compte qu'on est écouté et qu'on n'est pas tout seul, et ça rend les données bien meilleures, à mon avis. Mm. Très intéressant. Et pendant que tu parlais encore une fois, Thierry qui disait, au fond, c'est simple, la compétence numéro un des market researchers, c'est de poser les bonnes questions, que ce soit aux consommateurs ou aux décideurs, et d'apporter les meilleures réponses possibles à celles-ci. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un truc fabuleux avec le MRX, c'est que personne a grandi en disant je veux travailler là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment des gens intéressants. Alors, on a quelques data scientists, on a des statisticiens, voilà, dont moi. Mais la plupart, c'est des gens qui aiment les gens, qui les connaissent et qui du coup euh, sont bons à les comprendre, à comprendre. C'est un métier où, pour moi, la qualité principale, c'est l'empathie. Voilà. Et puis Oui, et puis probablement, comme c'est tu pour dis, plus. effectivement, on est bon pour ce que disait Thierry, pour savoir raconter des histoires, parce que on oppose toujours data scientists et des gens de MRX qui viennent de la stat, et on dit que c'est des techniciens, mais fondamentalement, les deux sont des techniciens. Donc après, c'est savoir effectivement comment on peut travailler ensemble. Alors, je connais moins des profils data scientists que les nôtres, évidemment, mais encore une fois, comme le disait Thierry, oui, on est un peu la chèvre à cinq pattes, ou on dit mouton plutôt en français, où on nous demande énormément de compétences. Et je pense que euh, au-delà de la capacité intellectuelle ou qui vient de la stat ou de l'analyse, comme le dit Thierry, on sait poser des questions, on sait créer des liens entre les choses, et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce que, Jérôme, l'interview va toucher à sa fin. Est-ce que tu as une chose en particulier que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, soit à partir de ton expérience, ou soit une grande opportunité ou quelque chose à quoi on devrait faire attention? Euh, à mon avis, le danger, hein, c'est les convenience panels. C'est tellement facile d'acheter un répondant pour quelques euros et de penser que cette personne est effectivement euh, achète des lunettes en Écosse le mardi matin. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est dangereux parce qu'on va perdre en crédibilité. Et le danger, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de très visible comme une élection où on se plante complètement à cause de données fabriquées.
et on va perdre en crédibilité. Donc, je crois que les convenience panel, il faut soit les payer mieux et s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Hein, c'est utilisé par exemple les techniques qu'il y a dans les jeux de poker. Les jeux de poker en ligne, leur frayeur, c'est qu'il y ait des robots. Les robots jouent mieux que les hommes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent les robots de jouer en ligne. Il faut qu'on ait les mêmes techniques, nous, pour reconnaître quand un internaute est soit un robot, soit quelqu'un qui en a rien à faire. Euh, donc, voilà, et ensuite payer plus les panélistes, ou alors s'assurer que par d'autres moyens ils soient motivés. Mais il faut arrêter cette course vers le bas du prix des panels qui sera catastrophique à la fin. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire ou Amélie, Thierry, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Il n'y a pas d'autres Super, questions. merci beaucoup à Ray, à NUMR, tous les sponsors. On n'en a pas parlé, mais il y en avait plein et sont tous des concurrents la plupart, mais ils sont tous très bons. Et merci à tous ceux qui vont écouter ou qui sont arrivés sur le webinaire ce matin. À Oui, très bientôt. merci Jérôme.